Il arrive que le silence d'une personne soit plus éloquent qu'une attaque directe. On entre dans une pièce et l'on sent, avant même qu'un mot ne soit prononcé, que quelque chose cloche. Un regard fuyant, une présence distante, une résistance qui défie toute explication logique. On repasse mentalement chaque conversation, chaque geste, chaque mot, cherchant à déceler l'erreur, mais on ne trouve rien. Et c'est précisément là que commence la véritable confusion psychologique, lorsque l'esprit cherche une cause extérieure à ce qui provient entièrement de l'autre. Napoleon Hill comprenait ce type de phénomène invisible comme peu d'autres. Pour lui, tout comportement humain est la conséquence directe d'une pensée dominante entretenue dans le temps. Personne ne hait par hasard. Personne ne rejette sans avoir préalablement construit, en silence, une image mentale qui justifie ce rejet. Lorsqu'une personne exprime de l'antipathie sans raison apparente, ce qui se révèle n'est pas un conflit entre deux personnes, mais un conflit intérieur qui a trouvé en vous un symbole commode. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Car l'impulsion naturelle est de tout personnaliser. L'esprit recherche des réponses claires, des causes objectives, des explications rationnelles. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? Quel est le problème chez moi? Mais Hill nous a mis en garde contre ce piège classique, tenter de résoudre de l'extérieur un problème qui a pris naissance dans l'esprit d'autrui. Accepter cette logique, c'est abandonner le contrôle émotionnel à quelque chose qui n'a jamais été sous notre contrôle. Réfléchissez bien. Si le comportement de l'autre personne était réellement dû à une de vos fautes, il y aurait confrontation, explication et réaction directe. La haine sans cause apparente se manifeste rarement ouvertement. Elle se manifeste par de la froideur, de la distance, un malaise difficile à nommer. Et pourquoi? Parce que l'origine de ce sentiment ne résiste pas à la lumière de la conscience. Elle naît de comparaisons silencieuses, d'insécurité non résolues et de désirs inassouvis qui se heurtent à l'image que vous projetez. Napoleon Hill enseignait que l'esprit humain fonctionne comme un champ magnétique. Il attire les expériences, les personnes et les réactions qui correspondent à ses pensées les plus fréquentes. Lorsqu'une personne se sent inférieure, menacée ou diminuée intérieurement, son esprit cherche un point extérieur où projeter cette tension. Vous n'êtes pas la véritable cible, vous êtes le miroir. Et personne n'aime se retrouver face à un reflet qui révèle ce qu'il tente de se cacher. Peut-être est-ce votre tranquillité qui les dérange. Peut-être est-ce votre discipline, votre constance, votre clarté. Peut-être est-ce quelque chose d'encore plus simple. Vous semblez bien dans votre peau. Pour un esprit tourmenté, c'est une provocation suffisante. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que votre existence même révèle le déséquilibre de l'autre. Et cela engendre un ressentiment particulier, silencieux, rationalisé, presque toujours inconscient. Hill soutenait que les êtres humains ne réagissent pas aux faits, mais à l'interprétation qu'ils en font. Et lorsque cette interprétation est guidée par la peur ou la comparaison, elle déforme complètement la réalité. L'autre personne commence alors à vous percevoir comme un adversaire imaginaire, quelqu'un occupant un espace symbolique qu'elle croit inaccessible. Dès lors, le rejet cesse d'être social et devient stratégique, non pas au sens d'un plan élaboré et conscient, mais comme un mécanisme automatique d'autoprotection psychologique. Avez-vous déjà remarqué comment ce genre d'antipathie surgit souvent sans prévenir? Un jour, tout est calme. Le lendemain, l'atmosphère change. Aucune conversation difficile n'a eu lieu. Aucun conflit n'a éclaté. Cela se produit parce que le déclencheur n'est pas une action, mais une pensée. On a comparé quelque chose, intérieurement. On a mesuré quelque chose. On a porté un jugement. Et à partir de là, cet esprit fragile a décidé qu'il fallait vous tenir à distance pour préserver son équilibre émotionnel précaire. La grande question, et peut-être la plus dérangeante, est la suivante. Pourquoi cela vous affecte-t-il autant? Hill dirait que tout trouble émotionnel est une invitation à l'autodiscipline mentale. En tentant de décrypter le comportement de l'autre, votre propre esprit risque de perdre en concentration, en lucidité et en maîtrise. Et c'est là le véritable danger, non pas le rejet en lui-même, mais le pouvoir que vous lui accordez lorsque vous commencez à douter de votre propre valeur. Il existe une différence fondamentale entre être évalué et être la cible de projection. Les évaluations s'accompagnent d'arguments. Les projections, elles, s'accompagnent de silence et de malaise. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. La confusion commence à se dissiper. Vous réalisez que vous n'êtes pas confronté à un jugement équitable,
mais à une réaction émotionnelle qui ne vous appartient pas. Et voici la question qui définit tout. Allez-vous laisser la pensée dominante d'autrui interférer avec le contrôle de votre propre esprit? Ou reconnaîtrez-vous avec lucidité que tout rejet n'est pas un signe d'erreur? Parfois, il s'agit simplement de la confirmation silencieuse que vous avez abordé un point que l'autre personne ne peut pas traiter, car à partir de ce moment, les signes cessent d'être subtils. Et dans la phase suivante de cette dynamique invisible, l'esprit incertain commence à agir plus clairement, plus perceptiblement, plus stratégiquement. Ce qui n'était qu'un vague pressentiment se transforme en comportement observable. Et quand cela arrive, il n'y a plus de place pour le doute. Seule la compréhension peut s'installer. Avez-vous déjà remarqué à quel point le changement s'opère presque imperceptiblement, sans annonce, sans conflit manifeste? Un jour, la personne discute normalement avec tout le monde. Elle rit de bon cœur, semble abordable et participe activement. Le lendemain, ou peut-être le jour même, lorsque vous vous approchez, quelque chose se ferme. Les réponses deviennent brèves. Le corps se détourne légèrement. Le silence remplace la spontanéité. Et le plus troublant, pour les autres, tout continue comme si de rien n'était. C'est seulement en votre présence que l'atmosphère se refroidit. Napoleon Hill décrirait ce comportement comme une tentative inconsciente de contrôle émotionnel extérieur. Lorsqu'une personne ne parvient pas à maîtriser son monde intérieur, elle commence à manipuler son environnement pour retrouver un équilibre artificiel. Cette froideur sélective n'est ni de l'insouciance sociale, ni de la timidité, ni un hasard. C'est un mécanisme d'adaptation psychologique. Une manière silencieuse de dire « vous n'êtes pas le bienvenu ici », sans jamais le dire à voix haute. Cette dynamique se manifeste dans des situations courantes, presque banales. Au travail, quand on entre dans une pièce et que l'on remarque que la conversation change de ton. Lors de réunions de famille, quand quelqu'un se montre très bavard avec tout le monde sauf vous. Dans des groupes d'amis, quand votre présence semble perturber l'atmosphère, comme si quelque chose avait été interrompu. Il n'y a pas d'hostilité manifeste, et c'est précisément pour cette raison que l'esprit commence à s'embrouiller. On se demande si l'on exagère, si tout cela n'est pas dans notre tête, mais le corps le ressent avant même que la raison puisse l'expliquer. Hill soutenait que l'esprit humain réagit d'abord à ce qu'il ressent, puis seulement à ce qu'il comprend, et cette froideur est ressentie immédiatement car elle est intentionnelle. Elle fonctionne comme une frontière invisible. Un avertissement non verbal. La personne ne souhaite pas de confrontation, car celle-ci exigerait clarté et maturité émotionnelle. Ce qu'elle recherche, c'est la distance, le contrôle, un avantage psychologique. En paraissant froide uniquement envers vous, elle tente de réaffirmer une position intérieure qu'elle perçoit comme menacée. Il y a quelque chose d'encore plus subtil dans ce comportement. La froideur sélective s'accompagne presque toujours de contrastes. On observe comment la personne se comporte avec les autres et on comprend qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise humeur générale. Elle choisit quand et avec qui se confier. Ce contraste est essentiel car il sème le doute chez vous. Si elle était froide avec tout le monde, ce serait facile à comprendre. Mais en étant froide uniquement avec vous, le message devient ambigu. Et l'ambiguïté est un puissant outil de déstabilisation émotionnelle. Napoleon Hill enseignait que ceux qui ne maîtrisent pas leurs pensées tentent de contrôler leurs émotions par le biais de leur environnement. La froideur, dans ce cas, n'est pas une absence de sentiment, mais un excès de peur. Peur d'être validé, peur de la comparaison, peur de reconnaître chez l'autre une faiblesse intérieure. En refusant la chaleur, la sympathie ou l'acceptation, la personne érige une barrière psychologique qui la protège d'un malaise plus profond. Admettre que vous réveillez une blessure non résolue. Vous avez peut-être déjà essayé de compenser. Vous avez parlé plus doucement, été plus poli, plus attentionné, plus disponible. Vous pensiez peut-être qu'en étant encore plus aimable, la glace se briserait. Mais il serait catégorique. Lorsque le problème découle d'un manque de confiance en soi, aucun geste extérieur ne suffit à le résoudre. Au contraire, plus vous essayez de plaire, plus vous confirmez à l'autre personne qu'elle a le pouvoir sur votre état émotionnel. Et cela ne fait que renforcer ce comportement. Il y a un tournant silencieux à ce stade de l'histoire. Quand vous comprenez que cette froideur ne reflète pas votre valeur, mais est une réaction à l'impact de votre présence, quelque chose se réorganise en vous. Vous cessez d'interpréter cette froideur comme un rejet personnel et commencez à la percevoir comme un signal, un indicateur clair d'un conflit sous-jacent qui ne vous concerne pas. Ce changement de perspective n'est pas émotionnel, il est stratégique.
Hill soutenait que la maîtrise de soi commence lorsqu'on choisit où porter son attention. Le détachement sélectif n'est utile que si l'on y réagit par la confusion, l'anxiété ou des tentatives d'adaptation. Dès l'instant où l'on conserve son calme, sa lucidité et sa stabilité émotionnelle, la donne change. Le silence de l'autre cesse d'être une arme et devient une preuve. Et peu de gens le savent, cette froideur est rarement un phénomène isolé. Elle n'est que le premier signe visible d'un processus plus profond. Lorsque l'esprit, en proie à l'insécurité, réalise que la distanciation n'a pas suffi à vous ébranler, il recourt à des stratégies plus subtiles. La froideur cède alors la place à quelque chose d'encore plus inquiétant, plus difficile à affronter, plus facile à nier. Un comportement qui ne vous repousse pas physiquement, mais qui tente d'effacer symboliquement votre présence. C'est à ce moment précis que le rejet cesse d'être simplement ressenti et commence à être observé. Et quand cela arrive, il ne s'agit plus d'un sentiment, mais d'un schéma. Et les schémas, une fois identifiés, ne peuvent plus être ignorés. Il existe un moment précis où le rejet cesse d'être simplement ressenti et se fait percevoir avec une clarté troublante. Ce n'est plus le silence, ni une froideur manifeste. C'est quelque chose d'étrange, presque invisible mais profondément perturbant. Le regard qui ne se pose jamais. Vous parlez et n'êtes pas vu. Vous participez et n'êtes pas reconnu. Vos yeux cherchent ceux de l'autre, mais ne trouvent que des regards fuyants, de la distraction, une fuite. Et le corps comprend avant l'esprit. Il y a là un refus. Napoleon Hill avait compris que la reconnaissance est une forme primordiale de pouvoir psychologique. Voir quelqu'un, c'est reconnaître son existence symbolique. Soutenir son regard, c'est accepter même silencieusement que l'autre personne occupe une place légitime dans cet espace. Par conséquent, lorsqu'une personne évite systématiquement votre regard, elle n'est pas seulement impolie. Elle exerce une forme de déni. Un déni de votre présence, de votre importance, de l'influence que vous exercez sans avoir besoin de parler. Au quotidien, cela se produit presque systématiquement. En réunion, vous abordez un point précis et vous remarquez que votre interlocuteur est absorbé par son téléphone. Lors d'une conversation de groupe, tous les regards sont tournés vers vous, sauf les vôtres. Dans les échanges informels, on vous ignore superbement. Il ne s'agit pas d'une simple distraction passagère, car ce schéma se répète. Et ces schémas, comme Hill l'a toujours souligné, sont les manifestations extérieures de conflits intérieurs persistants. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il de ne pas regarder? Regarder exige une présence totale. Cela requiert une fermeté émotionnelle. Cela exige un minimum de stabilité intérieure pour soutenir l'échange. Pour un esprit fragile, c'est risqué. Vous regarder pourrait signifier reconnaître quelque chose qu'il refuse d'admettre. Cela pourrait signifier accepter une comparaison silencieuse qui le désavantage. Cela pourrait signifier valider un miroir qui révèle de profondes faiblesses. Avez-vous déjà remarqué comment cet évitement visuel se produit sans explication verbale? Avez-vous remarqué comment il crée une étrange impression d'invisibilité, même lorsque vous êtes parfaitement présent? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela vous dérange autant? Même lorsque personne ne dit rien à voix haute, éviter le contact visuel est une stratégie silencieuse d'autoprotection psychologique. En évitant votre regard, une personne tente d'échapper à l'impact émotionnel de votre présence. Napoleon Hill enseignait que l'esprit fuit ce qui menace son identité. Et lorsqu'une personne a bâti une identité fragile, fondée sur la comparaison ou la validation extérieure, toute présence affirmée devient une menace. Éviter le contact visuel est donc un reflet direct de la peur. Ce comportement comporte également une dimension hiérarchique implicite. Ceux qui évitent le contact visuel tentent inconsciemment de se placer au-dessus ou en dehors de l'interaction. C'est une tentative de contrôle symbolique. Si je ne te vois pas, tu ne m'affectes pas. Mais cette tentative est fragile, car le simple fait d'éviter le regard en révèle déjà l'impact. Ceux qui se sentent véritablement en sécurité n'éprouvent pas le besoin d'éviter le regard de qui que ce soit. Cette dynamique est particulièrement puissante, car elle est rarement remise en question. Comment accuser quelqu'un de ne pas regarder? Comment prouver une absence? Celui qui pratique cette esquive le sait. C'est pourquoi elle est un outil récurrent dans les contextes compétitifs, familiaux ou sociaux. Elle ne génère pas de conflit ouvert, mais elle vous mine lentement. Elle sème le doute. Elle crée un malaise. Et si l'on y prend garde, elle conduit à l'autosabotage. Hill a averti que le plus grand danger ne réside pas dans l'attaque extérieure,
mais dans la désorganisation intérieure qu'elle engendre. Dès lors que vous modifiez votre comportement pour être vu, que vous changez de ton, que vous forcez votre présence pour compenser l'évitement de l'autre, vous entrez déjà dans sa sphère d'influence. Et c'est précisément l'objectif inconscient de cette stratégie. Vous est-il déjà arrivé de parler plus fort pour attirer l'attention? Avez-vous remarqué un changement dans votre corps, une tension, un besoin de reconnaissance qui n'existait pas auparavant? Avez-vous déjà eu l'impression de devenir quelqu'un que vous ne reconnaissiez pas, juste pour être remarqué? Un changement silencieux s'opère lorsqu'on comprend le mécanisme, lorsqu'on réalise que l'absence de regard n'est pas un signe d'indifférence, mais d'impact. Que l'évitement n'est pas du désintérêt, mais une peur dissimulée. Dès lors, quelque chose change dans votre attitude. Vous ne forcez plus le contact. Vous ne recherchez plus la reconnaissance. Vous maintenez votre présence avec fermeté et constance, sans avoir besoin d'approbation visuelle. Et cela produit un effet inattendu. Lorsque l'esprit fragile réalise que sa stratégie n'a suscité aucune réaction, elle perd de son efficacité. Le jeu silencieux commence à échouer. Car l'esquive ne fonctionne que si elle trouve une personne disposée à se laisser submerger par ses émotions. Dans le cas contraire, la tension retombe sur celui qui l'a créée. Mais cet esprit renonce rarement facilement. Quand éviter le contact visuel ne suffit plus à vous miner intérieurement. Il lui faut passer à l'étape suivante. Il lui faut trouver un autre moyen de nier votre influence. Quelque chose qui dépasse le simple silence. Quelque chose qui touche directement à la valeur symbolique de votre voix, de vos idées, de votre participation. C'est à ce moment précis que le comportement cesse d'être subtil et devient structurel. L'invisibilité cesse d'être sensorielle et devient sociale. Et lorsque cela se produit, l'impact ne se limite plus à ce que vous ressentez, mais affecte aussi ce que les autres commencent à percevoir, ou ne parviennent pas à percevoir, à votre sujet. Il arrive un moment où le rejet cesse d'agir uniquement au niveau sensoriel et s'attaque directement à la valeur symbolique que vous accordez à votre environnement. Ce n'est plus un regard fuyant, ni un silence dérangeant. C'est quelque chose de plus concret et en même temps de plus difficile à accepter. Vos paroles n'existent tout simplement pas. Elles pénètrent dans l'espace et semblent tomber dans le néant. Aucune réaction, aucun commentaire, aucune trace, comme si elles n'avaient jamais été prononcées. Napoleon Hill décrivait ce type de dynamique comme une forme avancée de pouvoir psychologique invisible. Pour lui, contrôler la reconnaissance est plus efficace que contrôler la confrontation. Lorsqu'une personne ignore délibérément vos idées, elle ne les conteste pas. Elle cherche à vous priver du droit symbolique de participer. Et cela n'arrive pas par hasard. C'est un choix silencieux, répété, stratégique, même inconscient. Cette situation se produit fréquemment dans les contextes où la valeur sociale est en jeu. Une réunion de travail, par exemple. Vous présentez une solution claire, simple et efficace. Le groupe passe à autre chose, comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, une autre personne exprime pratiquement la même idée, avec quelques nuances, et obtient une approbation immédiate. Les têtes acquiescent, des commentaires fusent, le mérite est distribué. Et vous restez là, avec l'étrange impression d'avoir été effacé du scénario. Le plus troublant, c'est que, souvent, personne ne semble s'en apercevoir, ou alors on fait semblant de ne rien remarquer, car ce type de dévalorisation est silencieux. Il ne provoque pas de conflit, il engendre le doute. On commence à se demander si l'on s'est vraiment exprimé clairement, si l'idée était pertinente, si le moment n'était pas opportun. Et tandis que ce doute grandit, l'objectif de la dévalorisation est atteint. Napoleon Hill a averti qu'un esprit fragile ne cherche pas à gagner par le mérite, mais par la maîtrise de la perception. En ignorant votre contribution, on vous empêche d'accumuler une reconnaissance symbolique. Les idées génèrent de l'influence. L'influence engendre une position, et la position menace ceux qui ont bâti leur identité sur la comparaison. Par conséquent, le problème ne réside jamais dans le contenu de vos paroles, mais dans l'impact de votre présence lorsqu'elle est reconnue. Il existe des anecdotes curieuses qui illustrent ce phénomène de manière presque absurde. Dans des études informelles sur la dynamique de groupe, des chercheurs ont observé que des idées rejetées lorsqu'elles étaient présentées par une personne étaient acceptées quelques minutes plus tard, répétées par une autre personne jouissant d'un statut perçu plus élevé. Le contenu était identique, le moment était identique, seul l'orateur changeait. Cela révèle une réalité troublante. Souvent, le rejet n'est pas rationnel, mais émotionnel.
l'esprit choisit qui a le droit d'être entendu. Quand quelqu'un a déjà décidé intérieurement que vous représentez une menace, toute validation extérieure devient dangereuse. Reconnaître son idée reviendrait à admettre votre compétence. Et admettre votre compétence impliquerait de se confronter à un discours intérieur d'infériorité ou de stagnation. Pour éviter cette confrontation, l'esprit choisit l'effacement. Il agit comme si vous n'existiez pas. Ce comportement se répète également dans les conversations informelles. Vous faites une observation pertinente et le sujet change brusquement. Vous abordez un point important et quelqu'un vous coupe la parole. Il n'y a pas d'agression manifeste, mais la constance est là. Et la constance est toujours un signe d'intention psychologique, même inconsciemment. Hill enseignait que le plus grand risque de ce type d'attaque ne réside pas chez l'autre personne, mais dans la réaction intérieure qu'elle provoque. Lorsque vous commencez à vous taire, à parler moins, à douter de votre propre lucidité, à vous replier sur vous-même pour éviter tout malaise, l'invalidation a accompli sa mission la plus profonde. Elle n'a pas seulement réduit votre voix au silence dans ce contexte, mais a aussi commencé à remodeler votre perception de vous-même. Ce qui rend cette stratégie si efficace, c'est sa plausibilité. Il y a toujours une autre explication. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que je n'ai pas été clair. L'esprit apprécie ces justifications car elles évitent le conflit direct. Mais lorsque le même schéma se répète avec la même personne, dans le même contexte, la probabilité que ce soit dû au hasard disparaît. Il y a un tournant décisif, presque imperceptible, lorsqu'on reconnaît qu'il s'agit d'une tendance et non d'un échec personnel. Lorsqu'on comprend que notre idée a été ignorée non pas par manque de valeur, mais en raison de son impact disproportionné. Dès lors, on cesse de négocier sa présence. On affirme sa position. On documente ses contributions. On la défend sans chercher de validation immédiate. Et cela crée une nouvelle tension. Car l'esprit qui invalide votre perception dépend de votre réaction pour se sentir maître de la situation. Lorsque vous ne vous dévalorisez pas, lorsque vous ne vous taisez pas, lorsque vous ne vous laissez pas déstabiliser, quelque chose commence à dysfonctionner. L'effacement cesse d'être efficace. Et comme toujours avec les esprits fragiles, lorsqu'une stratégie échoue, une autre doit émerger. C'est à ce moment précis que la donne change à nouveau. L'invalidation pure et simple ne suffit plus. Le silence ne résout plus rien. Il faut déplacer la menace vers un autre terrain, plus lointain, plus difficile à cerner. Un terrain où vous n'êtes pas là pour vous défendre. Un terrain où la perception d'autrui peut être façonnée sans confrontation. Et quand ça commence, on ne s'en aperçoit que rarement tout de suite. Car le prochain coup ne se joue pas sous nos yeux. Il se joue en notre absence. Il y a quelque chose de particulièrement troublant à découvrir que le rejet ne s'est pas arrêté une fois la pièce quittée. Il a persisté. Il s'est amplifié. Il s'est réorganisé à votre insu. Vous n'assistez pas à l'instant précis. Vous n'entendez pas les mots directement, mais vous en ressentez l'effet. Des changements subtils dans le comportement des gens. Des regards différents. Une atmosphère étrange qui s'installe sans explication. Et puis, quelqu'un fait une remarque, presque involontairement, sur un sujet que vous n'avez jamais abordé, un sujet qui ne vous ressemble pas. C'est à ce moment-là que vous comprenez, on a parlé de vous en votre absence. Napoleon Hill avait compris qu'un esprit fragile affronte rarement les menaces de front. Il préfère agir dans l'ombre, où il n'a pas à se soucier de cohérence ni de responsabilité. Quand on ne parvient pas à vous discréditer en votre présence, on s'attaque à l'image que les autres se font de vous, non par des accusations claires, mais par des insinuations savamment orchestrées, des phrases vagues, des commentaires ambigus, des doutes semés avec désinvolture. Ce qui est le plus troublant, c'est l'absence d'agressivité. Il est compétent, mais elle a l'air sympathique, mais il y a quelque chose d'étrange chez elle. Je ne saurais l'expliquer, mais je suis méfiant. Ces phrases n'accusent pas, elles suggèrent seulement. Elles n'attaquent pas, elles sèment des graines. Et ces graines, lorsqu'elles tombent sur un terrain fertile, germent sans que personne ne se souvienne précisément de qui les a semées. C'est pourquoi ce type de sabotage est si efficace. Il ne provoque pas de confrontation. Il crée une perception. Il se peut que vous l'ayez déjà vécu sans vous en rendre compte immédiatement. Des personnes auparavant neutres commencent à se montrer prudentes. Les invitations se font plus rares. Les occasions de discuter se raréfient. Rien d'explicite, rien de vérifiable. Juste une atmosphère particulière. Napoleon Hill nous avertissait que la maîtrise de sa réputation est l'une des plus anciennes formes de pouvoir psychologique.
Ceux qui ne parviennent pas à maîtriser leur propre valeur intérieure tentent de contrôler le récit qui les entoure. On observe de façon troublante, dans des milieux professionnels et sociaux, ce mécanisme qui se répète avec une précision quasi mathématique. Un simple commentaire négatif lancé à la légère suffit à modifier la perception de tout un groupe. L'histoire importe peu, les preuves du contraire sont ignorées. Une fois installé, le doute s'auto-alimente. Et celui qui l'a semé demeure invisible, protégé par l'ambiguïté. Ce qui rend cette étape particulièrement cruelle, c'est le sentiment d'impuissance. Comment se défendre contre quelque chose qu'on n'a pas entendu? Comment contester une affirmation que personne n'admet avoir prononcée? Tenter de clarifier la situation risque de donner l'impression d'être sur la défensive. Ignorer le problème, c'est laisser le récit se poursuivre. L'esprit se met à chercher des stratégies, mais elles semblent toutes inefficaces, et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes craquent intérieurement. Hill affirmait que le véritable caractère se révèle lorsque l'opinion d'autrui devient instable. Les personnes en manque de confiance en elles utilisent la réputation comme un champ de bataille, car elles savent que vous n'avez aucune prise directe sur elles. Elles misent sur le silence, le doute et l'absence de preuves. Surtout, elles misent sur le coût émotionnel que cela vous impose. Car plus vous essayez de comprendre, plus vous perdez d'énergie. Et l'énergie dispersée est une force gaspillée. Il y a un tournant silencieux mais décisif lorsqu'on réalise qu'il n'est pas nécessaire de corriger chaque version que les autres inventent à notre sujet. Lorsqu'on comprend que l'esprit qui sème le doute a besoin de notre réaction pour se sentir efficace. En conservant son attitude, sa cohérence et sa constance, un phénomène curieux se produit. Les contradictions commencent à apparaître d'elles-mêmes. Les histoires mal racontées ne résistent pas longtemps à l'épreuve d'un comportement cohérent. Mais tous ne résistent pas jusque-là. Beaucoup se replient sur eux-mêmes. D'autres cherchent à plaire. Certains changent de personnalité pour se conformer au récit qu'on a construit autour d'eux. Et voici le piège ultime. À force de se défendre contre une image erronée, on finit par vivre selon elle. Napoleon Hill nous avait prévenu que c'est à ce moment précis que l'esprit perd le contrôle et se met à réagir au lieu de créer. L'esprit insécure observe cela. Il remarque si vous vous justifiez à outrance, si vous vous exprimez de manière excessive, si vous changez d'attitude. Et s'il perçoit que la stratégie a fonctionné, il passe à l'étape suivante. Le sabotage cesse alors d'être une simple atteinte à la réputation et commence à toucher à quelque chose d'encore plus sensible, votre perception de vos propres réussites. Ce qui n'était au départ qu'un doute extérieur commence à s'infiltrer en vous. Et c'est précisément là que le cycle atteint son point le plus révélateur. Car lorsque le rejet a déjà tenté de vous faire taire, de vous effacer et de vous diffamer de manière voilée, il ne reste qu'un seul territoire où la vérité finit toujours par éclater, la réaction à votre succès. C'est là qu'aucun masque ne peut tenir. C'est là que le malaise devient palpable. Et c'est là que vous comprenez enfin, sans avoir besoin de preuves, que rien de tout cela n'a jamais concerné votre personne. Il y a un moment où tout se révèle sans effort, sans mots, sans besoin d'interprétation. C'est quand quelque chose de bien vous arrive, une réussite, une avancée, une reconnaissance, une nouvelle simple mais importante. Vous la partagez naturellement, sans ostentation, sans intention de provoquer. Et puis vous observez. Certains sourient, d'autres célèbrent, mais certains se raidissent. Leurs corps se tendent, leurs regards errent. La réaction est tardive, brève, sans chaleur. Parfois, elle ne vient pas du tout. À cet instant précis, la dernière pièce du puzzle se met en place d'elle-même. Napoleon Hill affirmait que rien ne révèle mieux la nature profonde d'une personne que sa réaction face au succès d'autrui. Ceux qui sont en paix avec leur propre chemin ressentent une joie sincère face au progrès des autres. Ceux qui vivent en proie à un conflit intérieur se sentent menacés. Non pas parce que vous leur avez pris quelque chose, mais parce que votre victoire met en lumière un vide qu'ils ont longtemps tenté d'ignorer. Et un esprit en proie à l'insécurité ne sait comment gérer cela. Ce malaise ne vient pas du fait que vous parliez trop, que vous soyez trop présent ou que vous accomplissiez trop de choses. Il s'agit d'exister pleinement. Votre discipline leur rappelle l'indiscipline de l'autre. Votre constance expose leur instabilité. Votre tranquillité révèle un chaos intérieur qu'ils n'ont pas su maîtriser. Et face à cela, le ressentiment naît comme mécanisme de défense. Minimiser vos réussites, changer de sujet, quitter la conversation, feindre l'indifférence,
Autant de tentatives désespérées pour réduire l'impact de votre présence sur leur conscience. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent à se justifier, ils s'excusent d'avoir gagné, ils tentent de s'effacer pour ne pas déranger autrui. Or, il était clair, le succès exige une discipline mentale rigoureuse, et la première forme de cette discipline consiste à ne pas compromettre son identité pour préserver le confort émotionnel de ceux qui n'ont pas réussi à progresser. Se renier pour éviter de déranger les autres ne crée pas la paix, mais la stagnation. Ce cycle ne prend pas fin lorsque l'autre personne change, mais lorsque vous changez votre façon de l'interpréter. Lorsque vous comprenez que le mépris silencieux, le dénigrement, la diffamation voilée et le ressentiment ne sont pas des attaques isolées, mais les manifestations d'une même origine, l'incapacité à gérer son propre monde intérieur, cela libère, car vous cessez de lutter contre quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle. Napoleon Hill enseignait que nos pensées dominantes façonnent notre destin. Si vous laissez les réactions d'autrui déterminer vos sentiments, vos pensées ou vos actions, vous perdez le contrôle de votre vie. La voie pragmatique commence par des choix simples mais fermes. Ne cherchez pas l'approbation d'autrui là où règne la compétition émotionnelle. N'encombrez pas vos justifications. N'affrontez pas ce qui découle de votre insécurité. Cultivez votre calme, votre cohérence et votre constance. Ces attitudes discrètes transforment tout. Mettre cela en pratique, c'est observer les schémas sans s'y attacher émotionnellement. C'est reconnaître la glace sans chercher à la faire fondre. C'est percevoir le silence sans le combler. C'est constater l'absence de célébration sans s'en sentir responsable. C'est continuer d'avancer même en l'absence d'applaudissements, car le véritable progrès ne dépend pas de la validation extérieure, il dépend de la concentration. Il y a une force immense à persévérer, à maintenir son éthique, sa clarté et son objectif, même lorsque l'environnement tente de nous désorienter. Hill disait que celui qui maîtrise son esprit devient immunisé contre la manipulation émotionnelle. Et cette immunité ne provient pas de l'endurcissement, mais de la lucidité. On commence alors à percevoir le comportement d'autrui comme une information, non comme un jugement, comme un reflet, non comme une définition. Quand on atteint ce stade, il se passe quelque chose d'étrange. Le rejet perd de son poids. Le malaise de l'autre cesse d'être un problème à résoudre et devient simplement une étape du chemin. On avance, on grandit, on construit. Et souvent, sans qu'on y soit pour rien, les masques tombent d'eux-mêmes. Car ce qui naît de l'insécurité ne peut résister à la constance. Si ce contenu vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul et partager votre expérience peut aider d'autres personnes à comprendre ce qu'elles vivent. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent accéder à cette réflexion. Commentez, même anonymement si vous préférez. Dites ce que vous avez observé, vécu et appris. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer du contenu qui renforce votre esprit, votre lucidité et votre capacité à avancer sans vous perdre. Car lorsque vous comprenez les mécanismes invisibles de votre vie, ils cessent de vous contrôler. Et dès lors, votre propre conscience dicte le rythme de votre existence.